Bonjour à tous et à toutes. On est content de vous retrouver. Vous avez bravé la pluie, nous aussi. On est venus à vélo. Et on est là aujourd'hui pour une petite intervention sur le climat, comment agir concrètement, simplement, à son échelle. Donc voilà, c'est pas une conférence, c'est une conférence très pratique et on va essayer de la faire également interactive. Alors, qui on est, nous, pour être là aujourd'hui? Donc, on est en fait les autrices du guide J'agis pour le climat. C'est un guide qui est sorti 2 jours avant le confinement. Très bon timing, donc au mois de mars 2020. Et donc, moi, je suis Hélène Binet. Je travaille chez Make Sense, qui est une association qui met en mouvement les personnes sur les questions écologiques et sociales. Et puis, je suis aussi journaliste spécialisée sur les questions de développement durable. Et on a écrit ce guide à 4 mains avec Louise. Voilà, donc je suis les 2 autres mains d'Hélène. Moi, je travaille pour le média Topito, qui n'a pas vraiment une ligne éditoriale écologique, mais qui s'adresse au plus grand nombre. Donc, ça a aussi une valeur, justement, de pouvoir parler de ce genre de sujet en s'adressant à plusieurs millions de personnes, ce qui a quand même un impact plutôt utile. Mais voilà, tout ça pour dire que moi-même, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas scientifique. Je suis une citoyenne lambda, comme Hélène, et on a réussi à s'approprier un peu ces thématiques à travers l'écriture de ce livre. Voilà. Et alors vous, qui êtes-vous? Alors on va vous proposer un petit exercice pour savoir un petit peu qui on en a l'assistance. Donc je vais vous demander de vous lever et on va vous poser des questions. Et si la réponse est oui, vous restez debout. Et si la question est non, vous asseyez. Ça marche? Donc là, tout le monde se lève. Voilà. Je vais jouer le jeu aussi, comme ça peut vous aider dans la compréhension. Voilà, derrière votre écran, on peut aussi vous lever et puis voilà, vous asseoir. Chez vous. Voilà. Ouais. Ok, on a 10 questions. La première, c'est qui a déjà fait une fresque du climat? Oui, vous êtes debout, non, vous êtes assis. Ça tombe bien, vous pouvez en faire tout le week-end. Du coup, vous remontez. C'est comme à la messe, mais c'est beaucoup plus dynamique. Vous faire un peu les cuisses, c'est ça. Qui sait ce qu'est le pergélisol? La question piège, ce serait de demander à quelqu'un de définir le pergélisol maintenant, mais bon. Ok. Qui mange de la viande 3 fois par semaine? C'est pas énorme, hein, 3 fois par semaine. Ok. Une assistance de végétarien. Question piège. Qui va prendre l'avion cet été? Mais non. Alors oui, je vais prendre l'avion, je reste debout. Non, je ne vais pas prendre l'avion. C'est courageux de dire la vérité, bravo. Bien sûr. Qui a une carte famille nombreuse? Moi, voilà. Pas moi, effectivement. Qui a regardé l'intégrale de Lupin sur Netflix? Ou d'une autre série, voilà. En fait, qui regarde Netflix? Enfin, plutôt, ça va être plus simple. Sans jugement sur la série Lupin, voilà, ça n'a rien à voir. Ok. Qui est venu à vélo à la Cité Fertile? Waouh. Il pleuvait, ok, bravo. Qui s'est fait une bonne salade de tomates mozza, ou même sans mozza au mois de mai, quand il faisait hyper chaud, là? Ok, on a pas mal mangé de tomates, ok. Et enfin, qui pense que le recyclage est l'une des meilleures solutions pour lutter contre le changement climatique? Vous êtes tellement fort. Ouais, c'est vrai que vous avez un peu triché, je dirais. Vous êtes tellement fort parce qu'en fait, en avril dernier, il y a Ipsos qui a interrogé plus de 20 000 personnes dans le monde entier, au Pérou, au Japon, en France, etc., et qui a posé 9 questions et qui a dit est-ce que vous pouvez classer, selon vous, les actions qui ont le plus d'impact sur le climat? Et en fait, on s'est rendu compte que les gens avaient classé les actes à peu près dans l'ordre inverse de ce qui avait l'impact. Donc en numéro 1, par exemple, en France comme à l'étranger, on pense que recycler autant que possible a un impact très important sur le climat, alors qu'en fait, il n'est qu'en 7e position dans cette liste proposée par Ipsos.
On a aussi les personnes qui pouvaient penser que faire sécher ces vêtements à l'air libre, ça avait un impact très important. Et en fait, c'est 8e sur le classement. Donc voilà, nous, c'est un petit peu ce qu'on va essayer de voir avec vous aujourd'hui, c'est de redonner un peu des repères, des ordres de grandeur. Qu'est-ce qui a vraiment l'impact, s'il y a des priorités à avoir, s'il y a des renoncements à faire, vers quoi on se tourne le plus possible, quoi. Et ce qui est marrant dans cette étude, c'est que 72% des Français étaient sûrs de leurs résultats. Ils se sont dit, non, mais c'est bon, moi je connais bien le climat, je suis sûr de ce que j'avance. Et donc on voit qu'il y a quand même un vrai décalage entre ce que les citoyens pensent être bon pour le climat et ce qu'il est réellement. Mais bon, vous étiez tous assis, donc peut-être qu'on va terminer cette conférence très très vite. Alors, c'est quoi le problème? Vous n'avez pas fait tous la fresque du climat, donc on va faire un petit résumé express. Bon, en gros, ça chauffe et pas qu'un peu. Et pour vous montrer à quel point ça chauffe, on a une petite vidéo que vous avez peut-être déjà vue. Et là, je crois que je fais un signe à la régie qui va la démarrer. Donc, cette vidéo, en fait, elle se base sur les chiffres de la NASA depuis 1880. Et elle montre comment le monde se réchauffe. Donc là, années 70, on commence à voir apparaître du jaune, du orange. Et puis vous allez voir que ça commence à vraiment se cramoisir récemment. Donc voilà, en gros, on a pris 1 degré depuis la fin de l'ère industrielle en France, 0,6 degré dans le monde. Et les 5 dernières années ont été les 5 dernières années les plus chaudes depuis les relevés météo. Donc voilà, ça commence à chauffer sec, quoi. On n'a pas dit qu'on allait mettre une bonne ambiance tout de suite, hein. Après, voilà. Donc pourquoi 2 degrés? Alors, vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, en 2015, les accords de Paris ont eu lieu et 197 pays ont adopté ces accords et se sont donc engagés à limiter leur empreinte carbone de manière à ce que le réchauffement soit contenu en dessous de 2 degrés ou limité à 2 degrés d'ici 2100. Alors pourquoi 2 degrés? Ce chiffre, il ne sort pas de nulle part, hein, ça ne pourrait pas être 4, ou voilà. Il faut savoir que déjà, idéalement, c'est 1,5 degré, mais on n'en prend absolument pas la trajectoire. Donc au mieux, ce serait 2 degrés. Et donc, parce qu'il y a 100 000 ans, il se trouve qu'on a déjà atteint ce niveau de réchauffement climatique et la Terre n'a pas implosé. Donc a priori, on se dit, bon, on peut techniquement un peu survivre avec 2 degrés. Évidemment, ce n'est pas forcément avéré. Encore une fois, on va revenir là-dessus après parce qu'on ne prend pas du tout la trajectoire de 2 degrés de réchauffement climatique, mais plutôt 4, 5, voire 6, 7 degrés, ce n'est pas impossible non plus. Donc voilà, on s'expose alors à ce qui s'appelle des phénomènes d'emballement. C'est donc, alors je vais le réexpliquer après, mais en gros, comme le réchauffement climatique n'est pas un phénomène linéaire, il est sujet donc à des phénomènes d'emballement à partir de certains seuils de rupture, au-delà desquels, en fait, on ne peut plus avoir de contrôle sur ce qui se passe. Et c'est le bordel, en gros, quoi. Donc voilà, on continue notre présentation avec beaucoup de déprime du début, mais c'est bien, après, on pourra se mettre en action. Alors tout ça, c'est la faute aux gaz à effet de serre. Vous en avez déjà entendu parler 1000 fois. On va juste rappeler par un petit dessin comment ça fonctionne. Donc on a essayé de se mettre au niveau d'un enfant de 10 ans, c'est-à-dire nous, et se dire bon, qu'est-ce qu'on est capable de comprendre. Bon, en gros, l'effet de serre, c'est quoi? Il faut comprendre un peu le rapport d'énergie entre le Soleil et la Terre. Le Soleil envoie des rayons très 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 chauds sur la Terre, donc à plus de 6000 degrés. Quand ils arrivent sur la Terre, la Terre se réchauffe et émet à son tour en fait des rayons infrarouges. Donc tout ça, c'est un espèce d'échange comme un bilboquet, voilà, avec de la chaleur, enfin de l'énergie qui arrive, de l'énergie qui repart. Les rayons de soleil, ils peuvent s'arrêter sur les nuages et repartir, ou toutes les surfaces blanches et repartir directement dans l'espace, ou arriver donc sur le sol. Les gaz à effet de serre, en fait, heureusement qu'ils sont là, parce que s'il n'y avait pas de gaz à effet de serre, il ferait moins 18 degrés sur la Terre. Donc on a absolument besoin des gaz à effet de serre qui vont former une espèce de couche comme ça au-dessus dans l'atmosphère qui fait l'effet d'une serre, c'est-à-dire qu'elle va emmagasiner la chaleur. Le problème, c'est que plus il y a de gaz à effet de serre, plus cette couche, ce bouclier, en fait, il est gros, et plus les rayons infrarouges n'arrivent plus à transpercer
voilà, cette carapace, et donc plus ça chauffe, donc ça fait une espèce de cocotte minute ou de cerf, et plus ça chauffe, et voilà, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une Terre qui se réchauffe. Alors, qui sont ces gaz à effet de serre? Il y en a plusieurs. En fait, on parle toujours du CO2 ou équivalent CO2. En fait, on a pris le CO2 comme étalon, c'est-à-dire qu'on voulait pouvoir comparer le pouvoir de réchauffement des différents gaz à effet de serre, et on s'est dit, ok, le CO2 c'est 1, comme ça on va pouvoir étalonner les autres gaz à effet de serre. Alors, le CO2, on le trouve naturellement dans cette salle. Là, nous on parle, là vous avez des masques, mais bon, c'est la respiration qui produit du CO2. Il est aussi produit par la combustion des énergies fossiles et par la déforestation. La déforestation, puisque les arbres, voilà, pour un petit cours de SVT, mais vous le savez, avec la photosynthèse, captent du CO2 et rejettent de l'oxygène. On a ensuite le méthane. Le méthane, on va en parler beaucoup parce que c'est le gaz de l'élevage, le gaz des ruminants. Et qu'on trouve aussi, c'est tout ce qui est en fait, tous les espaces en fermentation. Donc ça peut être les rizières, les tourbières, les décharges. Et le méthane est donc 25 fois plus polluant, plus réchauffant que le gaz carbonique. Ensuite, on a le protoxyde d'azote, c'est ce qu'on appelle aussi le gaz hilarant, et qu'on trouve essentiellement dans les marécages et dans les engrais industriels. Et puis après, on a les halocarbures qu'on retrouve, eux, en fait, dans les aérosols et dans les climatiseurs, et on va en parler tout à l'heure. Donc vous voyez là, en fait, que le pouvoir réchauffant, en fait, il va de 1 à 22 800. Donc on a, et la durée dans l'atmosphère, elle va de 12 ans à 50 000 ans. Donc voilà, le cocktail de ces gaz à effet de serre fait que la Terre se réchauffe. Oui, bon, je pense que vous l'aviez compris, mais effectivement, on n'est pas super bien barré. Jean-Marc Jancovici, qui est un peu le saint patron de cet événement ce week-end, que vous avez peut-être déjà vu en conférence d'ailleurs, qui passait hier matin, disait l'année dernière, alors je crois que c'était en plein confinement, si je ne dis pas de bêtises, pour respecter les accords de Paris, il faudrait un Covid supplémentaire tous les ans. Donc voilà, ça donne une petite idée de l'ampleur des gestes qu'il faut faire, en fait, et en gros de la gravité de la situation. Donc vous vous rappelez, tout à l'heure, je parlais de phénomène d'emballement. En fait, là, on fonce effectivement droit dessus, avec ce petit graphique que je ne sais pas si les gens en vidéo ne le verront pas, mais en gros, le graphique montre la trajectoire, l'itinéraire en fait qu'on aurait souhaitable, qu'on aurait pu avoir si on suivait les 1,5 degrés d'ici 2100. Donc on en est quand même très éloigné, puisque juste au-dessus, on a la trajectoire à prendre pour limiter le réchauffement à 2 degrés d'ici 2100. Et loin au-dessus, donc, on a l'orientation actuelle qui est à peu près similaire avec une absence totale de politique climatique. Alors, juste pour préciser, ce graphique qu'on peut retrouver dans notre livre, qui est sorti donc avant la pandémie et le confinement généralisé, donc ne prend pas en compte forcément l'impact du confinement mondial sur les émissions de gaz à effet de serre. Mais à peu de choses près, en gros, c'est ça les trajectoires qui montre en fait qu'on est très éloigné de quelque chose de conséquent par rapport à une politique climatique efficace. Alors, pour atteindre individuellement ces objectifs-là, il faudrait que notre empreinte carbone soit de 2 tonnes. Voilà, c'est les calculs qui ont été faits. Et aujourd'hui, en fait, notre empreinte carbone, elle est environ de 12 tonnes. Notre empreinte, nous, Français. Alors, il y a plusieurs façons de la calculer. Selon différentes sources, vous verrez des choses entre 10 et 12 tonnes. Et puis, vous verrez aussi parfois que l'empreinte carbone d'un Français peut être de 6 tonnes. En fait, ça dépend ce qu'on prend en compte. Si on prend en compte les tongs en plastique que vous avez, qui ont été fabriqués en Chine et qu'on vous impute leur consommation carbone, là, on est à 12 tonnes. Si on prend on prend pas tout ce qui a été externalisé, du coup, on est à 6 tonnes. Voilà. Mais enfin, le repère, c'est 12 tonnes. Il faut arriver à 2 tonnes. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment un effort drastique à mener. Alors, oui, rappelons aussi que nous, on est à 12 tonnes et un Nigérian est à 500 kilos. Oui. Donc, on n'est pas complètement... On n'est pas tous égaux, effectivement, face à l'empreinte carbone. Alors, Greenpeace, je crois que c'est ça ce que tu voulais montrer après. Greenpeace a mis en place, a montré plusieurs actions, en fait, les actions les plus, à mettre en place le plus rapidement possible. Donc, ce sont des choses assez basiques, en fin de compte, que tout le monde peut faire à son humble niveau. Et on se rend compte très vite que l'avion arrive en première position, c'est-à-dire qu'un simple aller-retour Paris-Bangkok
va représenter 2,9 tonnes. Bon, après, ça, les chiffres varient. Hein. Moi, j'ai trouvé aussi 3,6. Bon, peu importe. En tout cas, c'est évidemment trop, surtout quand on est dans une démarche pour rester à 2 tonnes par an, par Français, d'équivalent carbone. Donc déjà, on a un aller-retour, c'est fichu. Ensuite, rénover intégralement son logement, ça a effectivement aussi son importance. C'est pas évidemment la même chose qu'on soit propriétaire ou locataire, mais en tout cas, il y a des aides, surtout qui sont mises en place pour faire ça. Adopter un régime végétarien aussi, effectivement, c'est déjà une belle économie d'empreinte carbone. Déposer son épargne dans une banque éthique, donc on en parlera un petit peu plus tard, mais effectivement, le choix de placer son argent chez des gens qui s'en occupent bien, ça fait partie des bonnes actions, on va dire. Diviser simplement par 2 ses déplacements en voiture. Bon, alors effectivement, on est parisien, je ne sais pas si tout le monde est parisien ici, on n'a peut-être pas forcément l'habitude d'utiliser une voiture tous les jours, enfin j'espère pas, surtout si on vit à Paris, ce serait quand même un peu dommage. Mais globalement, voilà, sur la France, effectivement, les gens utilisent leur voiture, ce qui est normal, mais on peut quand même faire des efforts pour en limiter les trajets. Diviser par 4 sa consommation de viande, donc ça c'est pareil, s'il y a des gens, je crois qu'on n'était pas sur un public extrêmement carnivore, mais globalement s'il y a des gens qui consomment de la viande tous les jours, en fait il suffit d'en manger juste déjà plus qu'1 ou 2 fois par semaine, ce qui est quand même pas non plus abominable je pense, et ça a déjà un impact. Ensuite, ne rien acheter de neuf, donc ça c'est pareil, on en parlera tout à l'heure. Et après, alors, petit geste, mais pas des moindres, hein, toutes les petites actions sont bonnes à prendre. Équiper son logement avec des ampoules LED, voilà, c'est déjà une petite économie. Donc tout s'accumuler, vous ferez des bons citoyens climatiques. Voilà. Non mais cette slide, elle est bien, parce que c'est un vrai repère en fait de l'action individuelle. Alors là, maintenant, on va passer un petit peu en revue toutes ces actions et voir ce qui peut être mis en place chez vous. Ça va là pour le moment? Cédric, on n'a pas dit trop de bêtises? Parfait. Le stress, Cédric dans l'assistance. Alors, l'action numéro 1, vraiment sur laquelle vous pouvez avoir de l'impact, c'est manger moins de viande. On l'a vu tout à l'heure, le problème avec la viande, c'est essentiellement les vaches. Les vaches, elles ont 4 estomacs, donc elles passent leur temps à ruminer et à rôter. Alors on dit que les vaches pètent, c'est pas le paix qui pose problème, c'est le rot. Rétablissons une vérité. Et donc elles émettent du méthane, le méthane qui est 25 fois plus réchauffant que le CO2, on l'a vu tout à l'heure. L'élevage est responsable de 17% des gaz à effet de serre. Donc en fait, voilà, à ce titre-là, il faut manger moins de viande. Et en fait, si vous devez choisir, si vous mangez de la viande, sachez que plus l'animal est gros, plus il va produire de méthane. Donc en premier, donc là, ça c'est les chiffres en fait qui sont pour les émissions de CO2 pour 150 grammes de viande, l'équivalent CO2. Donc on voit que vraiment la vache, elle pète tous les records. Le mouton, c'est pas terrible, mais c'est déjà 10 fois moins que la vache. Et puis voilà, plus l'animal est petit. Et mignon. Et mignon. Voilà, donc le lapin émet moins de gaz à effet de serre. Le truc un peu bizarre, là, c'est une dinde en haut, 495 grammes. Alors on se dit, ok, très bien, mangeons moins de viande, soit. Et ok, qu'est-ce qu'on fait avec le fromage ? Alors le fromage, c'est un peu la même chose, mais pas tout à fait. Le fromage, on a du fromage de vache, du fromage de brebis, du fromage de chèvre. Donc là, pareil, plus l'animal est petit, plus son empreinte est petite. Une vache, par contre, elle rôte toujours, elle émet toujours ce méthane. Par contre, quand on est sur des élevages extensifs, par exemple, si on prend le Morbier, si on prend le Comté, si on prend le Beaufort, donc des élevages qui vont être dans des prairies, que vous avez vu quand vous faites vos randos en montagne, là, ces prairies-là, elles captent le carbone. Ce n'est pas des vaches qui sont nourries avec du tourteau de soja importé du bout du monde et qui contribuent à la déforestation. Donc celles-là, elles sont un peu plus fréquentables. Et en plus, une vache qui produit du fromage, elle en produit pendant un certain nombre d'années, quoi. Donc voilà, si vous devez choisir, donc mangez quand même moins de fromage, ça c'est hyper triste, j'ai du mal à le dire, mais voilà, plutôt des petits animaux et plutôt vraiment, et pareil pour la viande, en tout cas des vaches qui ont été bien élevées, des vaches qui ont vécu en plein air, des vaches qui ont été nourries avec des aliments produits sur la ferme et pas avec des tourteaux de soja importés. Alors il y a un petit tableau qu'on a fait dans le livre à partir en fait d'un comparatif qu'a fait Éthicable et La Fourche qui en fait a mis en place une notation
comme on a sur les machines à laver, comme on a sur l'électroménager, de l'empreinte carbone de l'alimentation. Et bon, en gros, voilà ce qu'on va vous répéter tout le temps, mais légumes, légumineuses, allons-y à gogo. Et puis, en fait, plus le produit est transformé et plus le produit a des composantes animales et plus il a un impact sur le climat. Voilà, la côte de bœuf, franchement, il va falloir réserver ça aux grandes occasions. Alors, moins de viande, moins de fromage. Les tomates, vous n'avez pas été très bons tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont dit « j'ai mangé des tomates au mois de mai ». Ben, il y a à 100%, elles étaient sous serre chauffée, quoi. Enfin, a priori. Ou alors elles venaient pas de France, elles venaient d'Espagne. Voilà. Alors ce qui est important sur la production de fruits et légumes, en fait, si on fait le bilan global carbone des fruits et légumes, c'est la partie production qui pose le plus de problème, en fait, plus que le transport. Souvent, on se dit, bah, vaut mieux que j'achète français ou local. Ben, en fait, ça vaut pas en termes carbone. Hein, on est là pour parler climat. Ça vaut pas si vos tomates, elles ont été produites sous serre chauffée. Et donc, voilà, pour ça, c'est vraiment hyper important de réapprendre le calendrier des fruits et saisons, d'interroger les producteurs. Il n'y a pas beaucoup de producteurs sur les marchés, mais vous pouvez quand même demander, poser la question. Et alors avant, il y avait quelque chose qui était assez pratique, c'était qu'on pouvait manger bio, puisque dans le cahier des charges bio, les fruits et légumes devaient être produits de manière naturelle. Et puis en fait, dans le cahier des charges, il n'y avait pas la notion de serre chauffée. Et puis en fait, il y avait quand même de plus en plus de gens qui produisaient en serre chauffée. Et il y a eu un espèce de combat du bio militant, bio industriel. Et maintenant, on a le droit de faire du bio sous serre chauffée. Donc, ce qui fout quand même un peu la zone en termes de repérage. Il y a juste un truc, une ruse qui est quand même très hypocrite, c'est qu'on n'a pas le droit de commercialiser du 21 décembre au 30 avril des produits bio sous serre chauffée. Donc, vous ne trouverez pas des tomates bio sous serre chauffée en février. Par contre, vous pourrez très bien les trouver le 1er mai et elles auront quand même poussé sous serre chauffée. Elles ne vont pas pousser en une nuit, quoi. Voilà. Donc en gros, voilà, achetez directement aux producteurs en circuit court. Il y a les AMAP, il y a la ruche qui dit oui. Il y a plein de magasins de producteurs à Paris, en France. Et puis posez la question. Sur les marchés, posez la question d'où vient cette tomate, d'où elle a été produite. Vous verrez tout de suite si vous avez affaire à un revendeur ou à un producteur. Et si c'est un producteur, il vous expliquera comment il a produit ça. Mais en vrai, les bonnes tomates, c'est maintenant que ça commence, quoi. Et encore, il fait un temps dégueulasse, donc c'est plutôt mi-juillet, quoi. C'est vraiment un fruit d'été. Alors oui, effectivement, les emballages, encore un vaste problème. Alors, il faut savoir que quand on commence à s'habituer à consommer en vrac, hein, on fait des petits efforts, voilà, petit à petit, et qu'on remet les pieds dans un supermarché, en général, on a un peu le tournis quand on voit la quantité industrielle et pour cause d'emballage et donc de déchets potentiels. Or, il faut savoir que n'importe quel emballage, hein, quel qu'il soit, est un déchet. Donc, si on veut essayer de minimiser la taille de sa poubelle, le mieux, c'est donc de ne pas acheter d'emballage. C'est assez basique, en fin de compte. Pour ça, je pense que le meilleur moyen, c'est quand même d'avoir un regard sur ses poubelles. Je sais qu'on n'a pas tellement l'habitude d'aller fouiller dans ses propres poubelles. Mais en fait, tant qu'on ne se met pas des défis en se disant, par exemple, cette semaine, je m'impose d'avoir qu'une seule poubelle que je jette, par exemple, ben, en fait, on ne se rend pas compte. On jette au quotidien sans savoir exactement. Alors après, sur les conseils qu'on a pour limiter les emballages, ça relève totalement du bon sens et je pense que vous les connaissez tous ici. Mais évidemment, de base, il y a le vrac, acheter en vrac, qui est un marché qui explose depuis des années, qui prend 50% depuis 2013, je crois. Donc, c'est pas prêt de s'arrêter. A priori, on peut vraiment acheter en vrac de plus en plus, même dans des supermarchés classiques, que ce soit Franprix, Carrefour, voilà. Mais plus on achète en vrac, plus on change la donne par rapport aux distributeurs aussi, qui changent leur méthode par rapport à ça. En gros, si vous achetez des emballages, aussi pensez à privilégier évidemment le carton, surtout pas le plastique, parce qu'un kilo d'emballage plastique en moins, c'est déjà 1 kilo de gaz à effet de serre en moins. Donc déjà, ça donne une petite idée de la chose. Après, je fais un petit focus sur les cosmétiques parce qu'il me semble que c'est quand même le domaine le plus exposés au suremballage en plastique. Voilà. Alors, évidemment, on a 1 heure ici, on ne peut pas rentrer dans le détail de tout ce qu'on peut faire avec les cosmétiques.
il existe, je ne sais pas combien de milliers, de millions de vidéos tutos pour aussi apprendre à créer ses propres cosmétiques, que ce soit des dentifrices, des shampoings, tout ce que vous voulez à peu près, je pense, est à peu près disponible. Et évite donc des emballages. Et maintenant, même des boutiques, des créateurs aussi proposent des produits sans emballage. Enfin, en tout cas, il existe énormément de solutions. Donc, je pense que le meilleur moyen, c'est quand même de s'imposer des défis en se disant, bon voilà, cette semaine, je vais essayer de ne plus utiliser, enfin, d'avoir moins de déchets. Et ça pourra aller plus vite comme ça. Je ne sais pas si c'est très clair. Zut, il y avait la blague, on avait oublié la blague. Ok, on laisse la blague une seconde, voilà. Voilà, 1 minute de silence pour cette blague. Alors, le bio. Manger bio, est-ce que ça a un impact sur le climat? La réponse, c'est non. Ce qui ne veut pas dire ne pas manger bio. Enfin, surtout, c'est pas. Mais en tout cas, c'est pas manger bio. Ça n'a pas beaucoup de répercussions. Il n'y a pas d'engrais azotés, donc on l'a vu tout à l'heure, moins de protoxyde d'azote relargué. Mais en vrai, ça n'a pas un énorme impact. Par contre, manger bio parce que c'est bon pour les sols, c'est bon pour les eaux, c'est bon pour la santé des agriculteurs, c'est bon pour les aliments qui sont produits. Voilà, donc manger bio, local et de saison. Mais en tout cas, ça n'est pas un argument climatique. Alors voilà, on en parle, enfin on en a parlé tout à l'heure, mais évidemment notre grand diablotin, c'est l'avion. Alors je le redis, pour rester en dessous de la barre des 2 degrés d'ici 2100, il faudrait limiter notre empreinte carbone à 2 tonnes d'équivalent carbone par an. Donc, je le rappelle encore une fois, un aller-retour Paris-Bangkok, ça va être, on va dire, entre 3 et 4 tonnes d'équivalent carbone. Donc, déjà, en un aller-retour, on a complètement utilisé son quota d'équivalent carbone. Et ce qui est assez rigolo avec l'avion, c'est qu'il y a une croyance commune qui est de penser que les trajets courts vont être moins polluants que les longs courriers. Alors, de fait, évidemment, c'est un petit peu moins polluant, mais en fait, sur un trajet en avion, 25% des émissions de gaz à effet de serre vont se faire à l'atterrissage et au décollage. Donc, plus c'est le moment où on peut se cracher plus facilement. Enfin, c'est les mêmes études. Voilà. Et par ailleurs, les trajets courts, on a aussi des alternatives. Donc c'est quand même un peu idiot de prendre des avions. Je ne sais pas si les personnes qui avaient prévu de prendre l'avion cet été avaient prévu de faire des petits vols ou pas. Mais c'est vrai que quand il y a possibilité au moins de prendre le train ou sinon la voiture, évidemment. Alors j'enchaîne tout de suite avec mon action d'après parce que effectivement, on a tendance à croire aussi que la voiture est forcément mieux que l'avion. Eh bien non, même pas ça, pas toujours. En fait, quand on est seul en voiture, ça dépend un petit peu des trajets, mais c'est parfois plus polluant que de prendre un trajet en avion. Donc globalement, ce sont 2 modes de transport qu'on peut essayer de mettre de côté. Alors, il y a le comparateur SNCF qui a mis en place, alors c'est pas ultra élaboré, je ne veux pas critiquer SNCF, mais en disant que c'est pas mal, mais ça ne considère pas toutes les villes du monde. Ça donne une petite idée sur un trajet, je ne sais pas, classique, là c'est Paris-Limoges. Vous pouvez voir à peu près quel est le transport le plus bas carbone et celui qui va être le plus coûteux. Bon, c'est vrai que franchement aller à Limoges en avion, c'est un peu bon, bah voilà, on peut éviter tant qu'à faire. Et sinon, pour ne plus rouler seul, il existe, alors là, évidemment, des leviers pareils que vous connaissez certainement, des applications de covoiturage comme Blablacar, et je pense qu'il en existe d'autres qui m'échappent ici. Et si vous aimez l'aventure, évidemment, l'autostop, mais dans ce cas, il ne faut pas monter dans des voitures SUV, ce qui est hyper contraignant. Hélène, tu voulais parler de ton appli qui va sortir bientôt. Oui, alors on a lancé avec une petite bande d'amis une appli qui s'appelle Bon Voyage, que vous ne pouvez pas voir actuellement parce qu'elle est elle est en cours. Et l'idée, c'est une appli pour calculer l'empreinte carbone de ces voyages en Europe, porte à porte, multimodal, donc en combinant à la fois train, covoiturage, bateau, etc. et open source. Voilà, donc vous pouvez suivre, ça s'appelle Bon Voyage et on sortira sans doute en septembre. Là, on est un peu à la bourre, on voulait sortir avant l'été, mais c'est raté. Mais comme on est tous bénévoles et que c'est un projet collaboratif, en tout cas, voilà, si vous voulez suivre. Et dedans, l'idée, c'est aussi qu'il y ait plein de gens qui contribuent et qui nous racontent comment ils sont allés en train en Grèce, comment ils sont allés à l'autre bout de l'Europe sans prendre l'avion, et de montrer que c'est aussi hyper intéressant de voyager slow. Ouais. Et voilà. Et puis il y a un autre projet à suivre aussi qui s'appelle Midnight Trends,
qui est monté par Adrien Aumont, qui avait fondé KissKissBankBank, et c'est pour réhabiliter les trains de nuit, et qu'en fait que la nuit dans le train soit pas forcément un compartiment avec 6 ronfleurs, mais que ce soit aussi une vraie expérience, et donc en thématisant. Et puis on a aussi RailCoop, qui est une coopérative ferroviaire aussi pour réhabiliter les petites lignes de train. Voilà. Donc nous on est très train, et d'ailleurs après si vous avez envie de discuter des prochaines vacances et de partager vos idées, on est preneuse. Alors, l'action numéro 7, ne pas se racheter en compensant carbone. Ça, c'est un truc un peu facile, en fait. On dit, bah, c'est bon, j'ai pris l'avion, mais bon, j'ai compensé. En plus, la plupart des sites proposent de le faire. Bon, c'est mieux que rien. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des sites qui compensent carbone, ils proposent de planter des arbres. Or, en fait, un arbre, oui, c'est un formidable aspirateur à CO2. En revanche, il met 20 ans à pouvoir fixer le carbone. Donc, vous voyez, l'action, elle est quand même pas mal repoussée. Et souvent, on plante des forêts qui ne sont pas non plus hyper diversifiées. Ça ne vaudra jamais une bonne Amazonie, quoi. Donc, voilà. En tout cas, vous pouvez compenser le carbone, mais vous ne dites pas que vous irez au paradis pour autant, quoi. Trop facile. Alors, ce qu'on a mis en orange, c'est un peu les questions qu'on nous pose et un peu piège. Un peu problématique. Voilà. Alors, voilà, la voiture électrique, c'est un truc qui revient régulièrement. On dit, bah c'est pas grave. Enfin, il y a toujours une solution technologique, en fait, pour baisser la hausse du réchauffement climatique. Bah non, pas toujours, en fait. La voiture électrique, en fait, et là, on va paraphraser Jean Covici, dont on a vu à peu près toutes les vidéos. Non, quand même pas, mais quand même beaucoup. En fait, voilà, pour une voiture électrique, le problème de la voiture électrique, c'est que d'abord, il faut fabriquer une voiture. Enfin, elle a à peu près toutes les mêmes caractéristiques qu'une voiture. Donc là, il faut toutes les matières premières, de la métallurgie. On a besoin d'énormément d'énergie. Ensuite, la voiture, puisqu'elle est électrique, elle va rouler à l'électricité. Mais en fait, dans le monde, les 2/3 de l'électricité sont produites à partir de combustibles fossiles. Donc en France, on tourne au nucléaire, mais dans le monde, l'électricité est produite par le charbon et par le gaz. Donc en fait, ça ne vaut pas, quoi. Et donc, ce que dit Jean Covici, en fait, c'est que le bilan, en fait, global à masse et consommation équivalente, c'est à peu près la même chose pour une voiture électrique et une voiture à essence. Donc lui, ce qu'il dit, c'est en fait la meilleure façon de réduire l'empreinte d'une voiture à essence, c'est de conduire une voiture à essence, mais plus petite. En fait, plus petite, et qui, en fait, il dit faudrait retourner aux 2 chevaux, parce qu'il y avait beaucoup moins de matière. Il faut voir que le poids des voitures, il a augmenté de 57% en 50 ans, pardon. Donc, en fait, il faut beaucoup d'énergie pour les produire. Donc, en fait, il faudrait des 2 chevaux qui consomment pas grand-chose, taxer le prix de l'essence pour pas qu'il y ait un effet rebond et que tout le monde se mette à prendre sa voiture parce que ça coûte rien. Et donc, voilà, selon Jean-Marc Jancovici, ça permettrait d'économiser du pétrole beaucoup plus vite que des voitures électriques. Donc voilà, c'est encore une espèce de demi-bonne fausse idée ou une vraie mauvaise idée, je ne sais pas. Je parle trop. Après, c'est toi. Hein. Ok, alors là, on arrive maintenant, donc on a fait... l'alimentation, le transport, on arrive maintenant à la maison. C'est notre chapitre Olivier dans le livre qui est en bleu. Donc là, Carbone 4 a fait aussi un classement des modes de chauffage les plus carbonés. Et donc, tous les chauffages qui utilisent des énergies fossiles, évidemment, sont les plus impactants au niveau climat. Et donc, à l'autre bout de la chaîne, la chaudière bois. Donc, on va fuel, gaz, radiateur électrique, réseau de chaleur, pompe à chaleur, chaudière bois. Après, c'est pas facile quand on est locataire, c'est pas facile non plus quand on est propriétaire. Ça coûte cher de changer son mode de chauffage. Mais il y a pas mal d'aides qui qui existent déjà depuis un bout de temps et puis qui commencent à se développer et ça va sans doute se multiplier, quoi. Alors, la climatisation. Bon, on l'utilise pas beaucoup ces derniers jours vu qu'il fait froid, voilà, globalement. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet article qui était sorti il y a quelques temps, qui est assez comique, enfin s'il n'était pas complètement dramatique, c'est que le Qatar, qui est un des pays donc, les plus chauds du monde, ça a commencé à s'amuser à chauffer l'extérieur.
pardon, pas à chauffer, à refroidir l'extérieur avec la climatisation. Ce qui est plutôt, je sais pas, est-ce que ça vous inspire comme déprime, mais bon, voilà, en tout cas, c'est une pratique qui va certainement se généraliser dans les prochaines années. Et comme on peut le voir, la consommation de climatiseurs augmente et explose terriblement, c'est-à-dire que d'ici 2050, on attend 5 à 6 millions de climatiseurs vendus, alors qu'à l'heure actuelle, on en est déjà quasiment à 2 millions. Donc, c'est pas une super bonne nouvelle. Et le paradoxe avec la climatisation, c'est que plus il fait chaud, plus on a besoin de climatisation, et donc plus il fait chaud, et plus on a besoin de climatisation, etc., etc., etc. Alors, pour rappel, peut-être que vous ne connaissez pas forcément le système. En gros, le système de climatisation, ça va agir un peu comme une pompe à chaleur qui va prélever l'air intérieur et le balancer à l'extérieur, ce qui est assez ingénieux sur le principe. On peut quand même féliciter cette bonne idée. Le problème, c'est que ça crée des îlots de chaleur urbains dans toutes les villes. Mais alors, il se trouve qu'en 2012, le CNRS avait fait une étude à Paris spécifiquement et s'était rendu compte que dans les rues parisiennes, il y avait en moyenne 0,5 degrés de plus que dans le reste de Paris. Et c'était dû donc aux climatiseurs, ce qui donne une petite idée. Effectivement, ça ne va pas aller en s'améliorant. Par ailleurs, pour produire du froid, les climatiseurs utilisent des fluides frigorigènes, un petit mot sympathique à retenir. Et on avait mentionné ça au tout début de la conférence. Donc, ce sont des fluides qui sont des gaz à effet de serre 22 000 fois plus réchauffants que le carbone. Et le problème, c'est que non seulement il y en a beaucoup qui s'échappent lors du processus de fabrication des climatiseurs, mais aussi lors de l'utilisation. Donc en gros, on a tout faux avec la climatisation. C'est vraiment un truc qui ne va pas du tout. Alors, je vous dis ça ici, on est dans un pays au climat plutôt tempéré, donc on n'a pas forcément des climatiseurs chez nous. En revanche, on a des climatiseurs partout en dehors de chez nous, c'est-à-dire que dans la voiture, au travail, dans les commerces. Donc il y a quand même une possibilité, un levier à activer par rapport à ça, en se disant est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir des climatiseurs tout le temps quand on sait que ça va de toute façon créer ça va réchauffer l'extérieur. C'est pas forcément une bonne idée sur le long terme. Alors, petit point sur le ventilateur. Il y a un truc auquel on ne pense pas, c'est effectivement une bonne alternative, là pour le coup beaucoup plus présente dans les foyers. Le ventilateur, évidemment, c'est une très bonne alternative, sauf que le ventilateur ne crée pas d'air froid, contrairement au climatiseur. Il va juste, au contraire, il va même avoir tendance à réchauffer une pièce parce que son moteur chauffe. Donc, évidemment, sur nous, c'est agréable parce qu'en fait, il enlève cette couche de chaleur qui se dépose sur notre peau. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'avoir un ventilateur sur nous. Mais en revanche, ça relève du bon sens. Mais par exemple, ventiler une pièce dans laquelle il n'y a personne, ça ne sert à rien, si ce n'est réchauffer la pièce. Donc voilà, vous y penserez si jamais vous voyez un ventilateur esselé dans votre maison, vous pouvez tout de suite l'arrêter, ça ne sert pas à grand-chose. Alors après, en cas de canicule, je pense qu'on a tous nos petites astuces qu'on commence à développer de plus en plus, vu qu'on s'expose de plus en plus à de formidables étés caniculaires. Mais il y a plein de gestes qui sont assez basiques. Je pense que vous en avez tous ici. Je ne vais pas tous les lister, mais rien que le fait de laisser ses volets fermés la journée, de les ouvrir la nuit, ça permet d'aérer et de faire rentrer l'air froid en virant l'air chaud, en gros. Donc finalement, c'est une climatisation naturelle, qui est quand même beaucoup moins coûteuse aussi sur votre facture d'électricité. Débrancher ses appareils électriques, et ça on n'a pas forcément tous le réflexe, mais avoir des multiprises et pouvoir éteindre tout dès qu'on n'est pas chez soi ou qu'on se couche, c'est pas grand chose, mais en fait ça permet aussi de limiter le réchauffement de son habitat. Et alors il faut aussi mettre des draps humides. Bon, je sais pas, c'est un peu bizarre de parler d'astuces de canicule alors qu'il fait 12 degrés, mais voilà, je pense qu'on a tous un peu nos petites astuces. Alors là, je vais vous faire un petit peu travailler la chasse aux watts. Donc, je voulais savoir un peu, ça va être compliqué, on va pas pouvoir interroger tout le monde. Je ne sais pas si j'aimerais bien vous demander en fait quelles sont vos astuces pour faire des économies d'énergie. Si on peut faire passer un petit micro dans la salle. Alors, je me doute que personne ne va s'exprimer de lui-même, j'imagine. Monsieur, juste devant, est-ce que vous avez une petite astuce par exemple pour réduire votre consommation d'énergie? Alors ça peut être, le truc basique par exemple, ça va être d'éteindre la lumière dans la pièce dans laquelle on n'est pas. Bon, là c'est vraiment le truc bateau. Est-ce que par exemple vous avez autre chose, quelque chose que vous faites? J'essaie d'y penser. Oui, non, à part effectivement éteindre tous mes interrupteurs, voilà, ça je fais ça. J'éteins mon ordinateur à chaque fois aussi plutôt que de le fermer, machin et tout. Sinon, je n'ai pas trop de trucs en tête, non, désolé. D'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent... Mais c'était bien, merci. Bravo. Merci à vous, merci. C'est super. Oui, quelqu'un au fond là-bas. Oui, super. C'est très bien. Ah, génial, c'est dans notre livre. Vous l'avez lu sûrement. S'il y avait des antisèches. Oui.
Ne pas laisser 3 cm de glace dans le congélateur. Oui, c'est parfait, c'est exactement ça aussi. Alors effectivement, le congélateur, on ne pense pas toujours à le dégivrer, alors qu'en fait, je crois que c'est 30% de consommation en plus quand on laisse son congélo sans pic à glace, sans y aller au pic à glace, quoi, en gros. Est-ce qu'on a... Oui ? Oui, connaître la consommation des différents appareils, parce qu'il y a un contraste énorme entre 60 watts le frigo et 1500 pour le four, le radiateur et l'aspirateur. Il y a un grand contraste. Et donc, éteindre des trucs à 1000 watts, ça fait une grosse différence par rapport à éteindre des appareils à 20. Oui, bien sûr. Connaître la répartition des consommations parmi les appareils, ça aide à faire des trucs efficaces. Oui, effectivement. Donc ça en fait partie aussi. D'ailleurs, même sur la disposition, tu parlais du frigo, du four, on ne pense pas forcément à ça, mais dans la disposition de sa cuisine, par exemple, c'est pas forcément intuitif, mais en fait, il faudrait éviter de placer son four ou son micro-ondes juste à côté de son frigo parce que c'est une source de chaleur. Et rajouter une source de chaleur à côté du frigo, c'est juste lui donner plus de travail, donc plus de consommation, donc plus d'énergie. Oui ? Il y a éteindre sa box. Oui, bien sûr aussi, voilà, c'est tout à fait ça. En fait, ce sont tous les petits objets qu'on pense jamais à éteindre et qu'on laisse allumer en permanence. Et Il y a une question devant, au deuxième rang. Et après au premier rang. À réduire sa température de consigne déjà. Sa température de quoi, pardon ? De consigne, donc à baisser le thermomètre pour ah oui, plus bien dans sûr. un pull. Déjà. Oui, c'est effectivement ça. Alors idéalement, c'est vrai que déjà on dort mieux dans. Je ne sais pas si on parle un peu de chauffage par exemple en hiver, on dort mieux dans une chambre qui va être chauffée à 17 degrés et pas plus. Donc déjà en fait limiter sa consommation aussi. Dans 2 mois, ma chaudière au fioul sera remplacée par une pompe à chaleur. Waouh, Bravo. Venez sur scène, applaudissez-le. Ok, bon, c'est bien, ça donne une petite... Bon, effectivement, on est beaucoup, je pense qu'on pourra en parler après sur les autres astuces, on en a tous, hein, effectivement, et voilà, c'est bien de les partager et de les généraliser, en fait. Oui, non, c'est à vous, Hélène. Alors, personne n'a dit de changer de fournisseur d'électricité. Alors là, il peut y avoir débat. Alors là, on ne va pas rentrer là-dedans. Il peut y avoir un débat nucléaire, énergie renouvelable. Puisqu'en France, voilà, notre énergie elle est décarbonée, mais on ne va pas rentrer dedans. En fait, on va vous donner le classement de Greenpeace, oui. Qu'on a mis aussi dans notre bouquin, alors qui a classé les fournisseurs d'énergie en fonction de est-ce qu'ils sont vraiment verts, en excluant le nucléaire. Donc là, c'est les énergies renouvelables qui sont l'éolien, le solaire, la géothermie, l'hydroélectrique, quoi. Et donc, ce classement est fait à peu près tous les 2 ans. Et en fait, il change vraiment tout le temps. On n'avait que Enercop, qui est une coopérative, donc qui a aussi son intérêt. Il y avait un festival d'Ecop la semaine dernière ici à la Cité Fertile. Mais on a des petits acteurs maintenant qui commencent à arriver dans le vert avec ce classement de Greenpeace. Voilà. Donc vous allez le retrouver aussi dans notre bouquin. Par contre, il sera faux parce qu'en fait, ils ont sorti le dernier classement une fois que notre livre était imprimé. Donc, regardez en ligne, c'est des choses qui changent quand même très, très rapidement. Alors, action numéro 9. Donc, on en avait parlé pareil au début. Arrêtez d'acheter du neuf. C'est l'action 11. Hein. C'est l'action 11, je ne sais pas compter. Oui, c'est pas grave. Alors là-dessus, je voudrais juste faire un petit focus sur les vêtements parce que je trouve que c'est un bon symbole de notre rapport à la surconsommation. Pour vous donner une petite idée de la chose, un Français achète en moyenne 9 kilos de vêtements chaque année. Alors c'est beaucoup, aux États-Unis c'est 16 kilos, c'est beaucoup plus. Voilà, bon, dans beaucoup d'autres pays c'est beaucoup moins, évidemment. Et ce qui est assez flippant, c'est que notre consommation de vêtements, elle a complètement augmenté de 40% entre 1996 et 2012. Et par ailleurs, on utilise en moyenne qu'un tiers des vêtements qu'on achète. Donc c'est un peu dommage. Ça donne une idée effectivement du fait qu'on a trop de vêtements chez nous. Alors il y a quelques temps, l'association Zero Waste avait mis en place un défi qui s'appelait Rien de neuf. Et comme son nom l'indique, il s'agissait donc de ne rien acheter de neuf. Je pense que vous l'auriez compris tout seul.
Alors comment on fait pour ne plus rien acheter de neuf? En fin de compte, c'est pas très compliqué, il suffit de ne plus rien acheter de neuf, je ne sais pas comment le dire autrement. Mais alors, il existe plein d'applications, évidemment, qui sont mises en place pour, je sais pas, pour de la récup, que ce soit Le Bon Coin, qui est le plus gros, évidemment. Je mets un petit bémol sur les applications. Je pense qu'il y a des gens dans la salle qui doivent connaître l'application Vinted, qui s'est bien vanté de dire que c'était une application pour les fringues de seconde main. Et effectivement, de fait, ça avait une utilité plutôt noble au départ. Je pense que l'application est quand même faite de manière à ce qu'on ait très envie de consommer, d'acheter beaucoup plus dessus. Donc, ça ne répond pas forcément à des critères de sobriété et de résilience vestimentaire. Après, bien sûr, vous pouvez aussi consulter aller découvrir les ressourceries près de chez vous. Alors à Paris, il y en a quelques-unes déjà, mais il y en a partout en France. Il suffit d'aller sur le site ressourcerie.fr, bon, c'est assez facile à trouver, pour avoir une cartographie des ressourceries les plus proches de chez vous. Par ailleurs, vous allez enfin profiter de la saison des braderies, parce que l'été dernier, on a quand même eu un peu de mal avec les braderies. C'était moins évident. Donc là, les braderies, évidemment, c'est l'occasion. Ensuite, juste sur l'aspect pratique, il y a plein d'applications qui existent. Il y a une application qui s'appelle Give, G-E-E-V, qui permet de donner. Là, on n'a vraiment aucun échange d'argent. C'est vraiment donner. Alors, c'est souvent axé sur la nourriture, je trouve. Donc, c'est pas mal pour aider des gens qui sont en galère. Mais c'est quand même quelque chose qui est utile aussi pour récupérer du mobilier ou d'autres choses. C'est vraiment très divers ce qu'on peut trouver dessus. Il existe aussi plusieurs sites, le site jedonne.com, toutdonner.com, objetgratuit.com. Enfin, franchement, il y a vraiment la dose. Vous pouvez trouver ça en 2 clics, c'est très facile. Alors, je recommande personnellement les groupes Facebook de quartier, qui est personnellement une source d'information et de dons et de trouvailles assez utile. Sinon, évidemment, le réemploi, la réutilisation d'objets est toujours quelque chose de forcément utile. Il y a une association que j'aime beaucoup qui s'appelle Chaussettes Orphelines, qui récupère des chaussettes trouées ou esselées et qui en fait des vêtements. Enfin voilà, c'est typiquement le genre de projet qui peut permettre de ne plus rien acheter de neuf en essayant de récupérer avec ce qu'on a déjà. Et l'action numéro 12, c'est de rien arrêter d'acheter tout court. Alors, on s'est un peu entraîné, certains se sont un peu entraînés pendant le confinement. Et finalement, cette petite diète de consommation était plutôt plaisante. On s'est un peu retourné vers les choses essentielles. Par exemple, si on prend une télé de 50 pouces, un écran plat, pour fabriquer les matières premières, les acheminer, les assembler, en fait, il en coûte 400 kilos équivalent carbone. Et si vous avez bien tout intégré, c'est déjà 20% de votre empreinte carbone pour rester en dessous des 2 tonnes. Et voilà, dans chaque ménage, il y a à peu près 99 objets électriques électroniques. Donc on est quand même surgavé d'objets, de vêtements, de choses. Donc voilà, se mettre à la diète, c'est une bonne initiative. Et il y a un truc qui est vraiment, alors l'astuce de ma grand-mère ou de Tati Michel, je sais pas, mais c'est se dire quand on a envie d'acheter quelque chose, en fait, est-ce qu'on en a envie ou est-ce qu'on en a besoin? Ça peut paraître complètement idiot comme question, mais en fait, généralement, on n'en a pas besoin, on en a envie. Et on en a envie pourquoi? Parce qu'on n'est pas bien ce jour-là. Ma grand-mère, elle avait une collection de boucles d'oreilles, elle s'achetait des boucles d'oreilles, quand elle était déprimée, elle ne les mettait jamais, par exemple. Voilà, on a tous ces objets comme ça qu'on achète parce qu'on a envie de compenser quelque chose. Quand on veut compenser, allons boire un verre avec des amis, allons nous promener, allons lire un livre, enfin, essayons de réfléchir. Et voilà, entre le besoin et l'envie. Ça pourrait être un titre de chanson de Florent Pagny. Non, c'était à toi, ça? Oui. C'est à moi, ouais. Ok, trier, on a vu que ça n'avait pas un impact incroyable tout à l'heure en début de séance, mais n'empêche, ça a quand même un impact. Donc, le recyclage ne sert pas à rien au niveau climat. En fait, il faut savoir que quand on recycle du plastique, on n'a pas besoin de reproduire du plastique. Bon, c'est évident, mais voilà, il faut le savoir. Et par exemple, si on prend... Donc là, vous avez un petit récap de ce que permet une tonne de papier recyclé, une tonne de verre, combien on économise de CO2, d'équivalent CO2 rejeté. Et on voit que voilà, l'aluminium, par exemple, qui est très énergivore parce qu'il faut extraire la bauxite, il faut la transformer, etc. Voilà, surtout recycler parce que ça a quand même un impact en termes énergétiques. Voilà, donc là, vous avez... je vais recycler tout, mais en tout cas, vous voyez que les boîtes de conserve, les jetez pas ailleurs que dans les poubelles de tri. Et puis pour le verre, essayez de réutiliser le verre. Enfin là,
privilégier la consigne. En fait, la consigne, elle revient en force et c'est hyper intéressant parce que le verre, c'est recyclable à l'infini, mais il faut quand même fondre le verre ça peut produire une énergie de folie, alors que si on prend la même bouteille pour remettre du jus d'orange, c'est quand même plus intéressant, quoi. Donc là, il y a plein de réseaux maintenant qui sont en train de remettre en place la consigne et c'est assez intéressant à... Ah là là, on nous dit 5 minutes, ok. Ok, on va speeder. Alors, je vais parler très 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 vite, vous allez rien comprendre du coup. Donc, vider ses mails, je vais y aller globalement, mais en gros, ça semble pas grand-chose. En fait, on pense qu'on a un rapport on pense que la consommation du numérique est dématérialisée, et alors qu'en fait, elle est tout sauf dématérialisée, elle est au contraire extrêmement puissante. Je vais pas m'arrêter spécialement sur les mails, mais globalement, si Internet était un pays, il serait le 5e consommateur mondial d'électricité. Ça donne une petite idée. Donc, il faut savoir que même envoyer un courriel, ça émet 10 grammes de CO2. Alors, évidemment, ça ne semble pas grand-chose comme ça, sauf qu'on en envoie 288 milliards par jour. Donc là, ça donne une petite idée un peu plus importante de la quantité que ça représente. En gros, quand vous envoyez un mail, surtout si vous l'envoyez à votre collègue 1 mètre à côté de vous, il faut savoir que le mail fait 15 000 km de distance. Ce qui est un peu dommage quand on se dit qu'on pourrait juste parler alors qu'on est juste à côté. Voilà. Du coup, je passe assez rapidement là-dessus. Oui, mollo sur le porno. J'ai envie de parler de ça. Pourquoi on parle du porno? Alors bon, évidemment, je ne juge pas les personnes qui consomment du porno. En revanche, ce qu'on a constaté, c'est que les vidéos porno représentaient 27% du trafic mondial de la vidéo en ligne. C'est une bonne ou pas bonne nouvelle, c'est pas tellement ça le problème, c'est qu'en fait, en 2018, typiquement, la consommation de porno en ligne émettait autant de carbone que l'intégralité des ménages français. Bon, voilà, ça donne une idée. Après, voilà, globalement, si on parle de ça, c'est un autre point d'entrée pour parler surtout de la vidéo en streaming et de la vidéo en ligne, quoi. Ce qu'on a tendance à croire, c'est que regarder une vidéo en ligne va être moins impactante, va moins coûter sur le plan énergétique que d'acheter un DVD. Alors c'est vrai, mais c'est quasiment la même chose, à peu de choses près. Je sais plus, j'ai plus les chiffres en tête. Enfin bon, voilà. En tout cas, regarder des vidéos, et surtout en HD, ça va consommer énormément plus. Si, par exemple, vous regardez 10 heures de film en HD, ça représente plus de données que l'intégralité des articles sur Wikipédia en anglais. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Il y a un rapport du Shift Project qui est extrêmement précis là-dessus, sur la sobriété numérique et l'impact que ça représente. Donc je pense que c'est bien de le regarder pour plus de précision. Mais globalement, penser à regarder un film en basse définition, c'est déjà un geste en fait, très écologique, ce qu'on n'a pas forcément en tête. Parce que, encore une fois, on pense que c'est une énergie dématérialisée, alors qu'en France, il y a quand même 140 data centers et que chacun d'eux consomme autant d'électricité que 30 000 Français. Donc je vous laisse faire le calcul, 140 fois 30 000. Moi, je ne le fais pas de tête, mais c'est beaucoup, en gros. Voilà, après, alors il y avait, si on veut finir avec le porno, c'est qu'une association s'était amusée à créer, l'association s'appelait Fuck the Forest et avait mis en place une plateforme de porno payante dont les bénéfices étaient reversés à des projets environnementaux en Amérique du Sud. Voilà, si ça vous rassure de consommer du porno de manière éthique, c'est possible. Je ne sais pas si c'est du greenwashing, c'est peut-être pas forcément la solution, mais voilà. Alors sans transition, une des actions importantes pour agir sur le climat, c'est de changer de banque. Puisqu'en fait, il faut savoir qu'à la banque, on dit des choses qui sont comme ça assez évidentes, mais votre argent, il ne dort pas dans un coffre. En fait, il est utilisé, il est réinvesti par votre banque. Et il peut financer, la plupart du temps, des industries sur lesquelles vous n'avez pas la main. Des usines à charbon, des extractions pétrolières, des pesticides, etc. Alors, il y a là, on s'appuie, il y a plusieurs classements, il y a les Amis de la Terre qui ont fait un classement, il y a Oxfam qui en a fait un aussi, sur l'impact, le classement des bons élèves en termes d'investissement des banques. Et donc, à chaque fois, en fait, on a toujours les deux qui arrivent en tête, qui sont la NEF et le Crédit Coopératif, sachant que la NEF, c'est une banque d'épargne, donc c'est pas non plus, on ne peut pas non plus tout faire. Le Crédit Coopératif, c'est une coopérative, on aime bien les coopératives, c'est pas extrêmement user-friendly, comme on dit, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu compliqué pour ouvrir un compte, mais une fois qu'il est ouvert, on est bien. Et puis après, vous
voyez que ça dégringole tout de suite. C'est-à-dire que la Banque Postale, BNP Paribas, etc., ils sont tout de suite en dessous de la moyenne. Donc les classements, les Amis de la Terre et Oxfam ne sont pas exactement les mêmes, mais on a quand même les 2 premiers. Et maintenant, il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est de se tourner vers les néobanques, donc des banques qui sont 100% en ligne. Et il y a une petite dernière qui vient de sortir, qui s'appelle Helios, qui est pour l'instant réservée aux particuliers, qui va aussi pouvoir s'ouvrir aux associations et aux entreprises, et qui est extrêmement transparente. Donc vous savez exactement dans quel secteur cette banque va investir. Voilà, j'avais plein de chiffres à vous donner, mais on n'a pas le temps. Alors, l'action numéro 17, c'est d'interpeller les politiques. Là, pareil, on va aller vite, mais dans les actions que l'on connaît, il y a eu en 2019 l'affaire du siècle, donc 4 associations majeures qui se sont regroupées pour attaquer l'État contre une action politique qui a reçu 2 millions de signatures. Il y a eu tout un processus. Et là, récemment, en février, alors je ne suis plus sur la... Voilà, en février, le tribunal administratif a reconnu l'existence d'un préjudice écologique lié au changement climatique et maintenant est en train de plancher sur la réparation qui va être proposée dans ce cadre-là. Il y a eu aussi la Convention citoyenne sur le climat, avec donc 150 citoyens tirés au sort qui doivent faire des propositions au gouvernement. Le gouvernement s'engage à les appliquer, enfin en tout cas à les porter devant le Parlement ou par référendum sans filtre. Ça s'est pas exactement passé comme prévu, c'est pour ça que les marches pour le climat redémarrent. Et après, sinon, pour vous, votre action en tant que citoyen, il y a une association qui s'appelle Green Lobby et qui, l'objectif, c'est de faire de vous des lobbyistes écologiques et donc qui là a beaucoup œuvré dans le cadre de la loi climat et donc qui a formé des citoyens à interpeller leurs députés ou leurs sénateurs, qui a créé un site qui s'appelle Greenvox où vous avez plein d'informations, des courriers que vous pouvez envoyer et qui peut vous former localement. C'est hyper intéressant parce qu'en fait la fabrique de la loi elle peut aussi être citoyenne et par cette association qui va vraiment vous former, vous pré-mâcher le travail, vous allez pouvoir interpeller vos élus. L'année prochaine, il y a les présidentielles, il y a peut-être un truc à faire, quoi. Et voilà, l'action 18, on arrive vraiment à la fin. Voilà l'action, comment est-ce qu'on fait en fait pour que tout le monde se mette en mouvement sur le climat? C'est pas évident, il y a des thématiques qui sont beaucoup plus faciles, beaucoup plus appréhendables. Celle-là, elle fait un peu flipper, donc parfois on crée de la sidération, on ne sait pas forcément comment agir. Parfois, on a l'impression de passer pour des moralisateurs aussi. C'est pas toujours évident de pouvoir en parler autour de soi sans passer pour le gardien de l'écologie. Donc voilà, là on a plein d'actions et là vous allez pouvoir en avoir pendant ce week-end. Faites une fresque, franchement c'est vraiment le premier truc à faire. C'est un espèce de coup dur, mais en tout cas nécessaire. Il y a des programmes, chez Make Sense, on a monté un programme qui s'appelle le programme Réaction, qui est aussi en partenariat avec la Fresque, avec Greenpeace, etc. Et en fait, pendant 2 semaines, vous êtes en petite promo et on vous donne des défis à réaliser tous les jours. Vous êtes avec votre promotion et le soir, vous pouvez en parler. Vous avez plein d'informations, c'est hyper ludique et en fait, vous êtes directement dans l'action. Et l'action, c'est un peu le seul truc qui peut... quand on prend conscience des enjeux climatiques, il faut vraiment passer à l'action, sinon c'est la déprime absolue, quoi. Alors là, je voulais juste, encore une fois, parce qu'on va s'arrêter très rapidement, je vous renvoie à un site. C'est bien d'avoir des bons leviers, des bonnes sources d'informations. Maintenant, vous avez compris que Jean-Marc Jancovici était un peu notre source principale d'information, d'ailleurs. Il existe un site, moi, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Bon Pote. Alors, c'est dommage parce que je n'ai plus le nom du monsieur qui l'écrit, mais il est super. C'est Thomas Wagner. Voilà, merci. Donc, je vous recommande ce site parce qu'il a l'avantage d'être extrêmement informatif et fourni, en plus d'être plutôt très drôle, ce qui est plutôt agréable, hein, comme toujours. Et il a créé un petit jeu de cartes, des arguments à répondre pour... souvent, on entend plein de choses. Voilà, peut-être vous ici, dans la salle, ça vous est déjà arrivé de vous dire « Ah, on n'y arrivera jamais » ou « C'est de la faute de la Chine, donc pourquoi on ferait des efforts ?» Enfin, voilà, je ne veux pas vous accuser. En tout cas, il y a pas mal de gens qui pensent ça. Donc, c'est pas mal d'avoir des arguments, de savoir quoi répondre. Bon, je ne vais pas les lire ici. Je vous renvoie vraiment vers le site Bon Pote qui est excellent et qui, en tout cas, voilà, a mis en place ce petit jeu qui est très chouette. Et il est open source, vous pouvez le télécharger, donc ça fait une bonne anti-sèche avant les dîners de famille. Exactement.
Et puis, et ben voilà. Et puis donc on a terminé. Voilà. Donc avec 20e action, acheter notre livre. Alors effectivement, acheter le 9 du coup. C'est totalement contradictoire avec ce qu'on vient de dire, mais bon, écoutez, en même temps, vous avez tout qui est résumé là-dedans. Et juste pour raconter l'histoire de ce livre, parce qu'elle est quand même un peu comique, en fait, on l'a sorti 2 jours avant le premier confinement. Donc il est vraiment arrivé dans les cartons, dans les librairies, il n'est pas sorti. Et voilà, Marabout a dit non, on le ressort. Et on l'a ressorti en octobre, la veille du 2e confinement. Donc voilà, donnez-lui, aérez-le, je sais pas, sortez-le, il a besoin en tout cas de prendre l'air. Ouais. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à tous, beaucoup. à toutes. Alors, il y a justement le livre en question qui est à la librairie dans la salle d'à côté. Donc, si vous êtes intéressé, puis pour quelques instants peut-être de questions-réponses. Oui, voilà, si on nous a dit qu'on avait plus que 5 minutes, mais si on a plus de minutes, voilà, on est ravis de discuter avec vous. Je ne sais pas si vous avez des choses des témoignages à apporter, voilà, super, des mains se lèvent. Bonjour, merci. C'est une question vraiment anecdotique, mais j'ai toujours tiqué sur les chauffages à granulés à bois. On parle de déforestation, et pourtant c'est vrai que ça a l'air d'être plébiscité ces dernières années, donc je voulais juste connaître votre avis là-dessus. Merci pour la conférence. Alors, Hélène, je ne sais pas si tu Moi, alors, il se trouve qu'en l'occurrence, en ce moment, j'ai une maison plein de trous dans le toit, dans le Perche, et qui donc doit être rénovée. Donc, je suis exposée à ce genre de questions. Et effectivement, alors le problème, c'est que je ne vais pas apporter une réponse très complète parce qu'on m'a expliqué aussi que le granulé, c'était ce qu'il y avait de mieux. Je pense que c'est un système de chauffage qui va être plus, si je dis pas de bêtises, hein, qui va être plus long, en fait, qui va tenir plus longtemps qu'un chauffage classique. Donc techniquement, même si c'est du bois, en fait, ça reste un matériau qui sera plus efficace sur le chauffage. Je ne veux pas dire de bêtises. Après, il y a plein de territoires qui mettent en place des filières bois, notamment dans les parcs naturels régionaux, donc des filières très courtes qui sont assez intéressantes. Donc voilà, le chauffage au bois est plutôt plébiscité, surtout quand c'est co-organisé sur un territoire, quoi. Bonjour. Bonjour. Quand on achète en vrac dans les supermarchés, on s'aperçoit que les cerneaux de noix ou les noisettes, où il y a beaucoup de choses qui viennent de très très loin. Est-ce que c'est vraiment intéressant d'acheter dans ces conditions-là ? En fait, c'est comme... il faut être hyper vigilant, surtout parce qu'on peut un peu nous vriller la tête, justement, avec le vrac, c'est bien, mais en fait, il faut que ce soit du vrac, du local, du bien produit. Donc, après, des noix, il y a des noix qui poussent dans le Périgord. On trouve des noix en France, donc c'est... Voilà, et à ce moment-là, acheter des noix du Périgord au marché, quoi. Enfin, c'est complexe, mais en tout cas, de raisonner bio, local, de saison et proche, quoi. On a vraiment l'impression que dans les supermarchés, ils mettent du vrac pour répondre à une tendance actuelle, mais qu'en fait, ça ne correspond pas à vraiment un geste. Oui, vous avez raison, c'est sûr, mais je pense que c'est un peu en votre âme et conscience. En gros, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est très compliqué de suivre tout. Donc, il n'y a pas 36. Enfin, en fait, on n'a pas forcément accès à des noix de circuit court. Donc voilà, s'il y en a disponible, du coup, ce sera mieux en vrac. En gros, c'est toujours... entre guillemets, moins pire d'acheter du vrac, même en supermarché, que voilà, l'option suremballée. Mais évidemment que c'est pas forcément parfait. Voilà, après, les supermarchés, ils surfent un peu sur toutes ces vagues, donc vous allez aussi avoir du bio suremballé avec les tomates et un emballage individuel. Voilà, essayez d'avoir... effectivement, on ne peut pas être parfait, mais de quand même interroger ce qu'on vous propose dans les supermarchés, quoi. Et en plus, supermarché, on y va en voiture. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Vous n'avez peut-être pas la réponse à ma question, mais quand j'ai vu le classement des banques, j'ai été super étonnée de voir que la BNP a une bien meilleure note que le Crédit Mutuel. Moi aussi. Et du coup, est-ce que vous savez pourquoi ? Parce que je pensais que du coup, le Crédit Mutuel aurait une bonne
note. En réalité, si on regarde bien le tableau, moi aussi j'ai tiqué quand on a regardé ça. En fait, si on, je sais pas si on peut revenir sur le tableau, on voit que la note, c'est un peu un hasard si BNP se trouve en 4e position, mais en fait sa note est vraiment pourrie. Donc c'est à peu de choses près la même chose que les autres banques. En fait, il y a que les 2 premières banques qui sont la Nef et Crédit Coopératif qui sont qui sont bien. Sinon après, déjà dès la Banque Postale, on est plus sur un truc très bien. Mais, Par contre, le classement des Amis de la Terre, mais c'est pas le même classement, c'est celui qu'on a mis dans notre livre en fait, et du coup, la BNP est vraiment en bas du classement, et le Crédit Mutuel est dans le ventre mou, quoi. Donc voilà. Après, il faudrait regarder comment ils ont fait leurs calculs. Mais c'est vrai que rapidement, la 3e banque n'a plus la moyenne, quoi, dans tous les cas. Bonjour. Moi, je me pose toujours la question de l'impact financier en fait pour les particuliers de changer, de faire tous ces petits pas pour soi. Est-ce que en gagnant un SMIC, on peut faire est-ce que ça coûte plus cher, c'est ça, d'agir pour le climat? Les magasins en vrac et bio à Paris, ça coûte cher. C'est quand même extrêmement cher. Oui. Je suis d'accord. Comment on fait quand on n'a pas les moyens? Dans notre livre, on a un dernier chapitre qui est vraiment sur comment on se tourne vers un autre monde, alors que ça a été un peu abordé avec, en tout cas éprouvé avec le Covid, mais un petit peu comment on fait sa transition avec effectivement des voyages qui coûtent moins cher, toute l'économie de la débrouille en fait, on essaie de la proposer à la fin du livre. Et après, c'est vrai que pour l'alimentation, il y a quand même des petites épiceries à Paris qui sont vraiment pas si chères, où on peut acheter directement aux producteurs. Je pense à Miam, je pense à Quel Bon Goût. Enfin, les AMAP, c'est aussi... si on regarde, c'est quand même moins cher. Et après, il faut rééquilibrer son alimentation. C'est-à-dire, on mange moins de viande, on mange moins de produits laitiers, on mange plus de lentilles, quoi. C'est comme ça qu'on arrivera... et à la fois avoir un impact sur le climat et voilà. Et après, on a parlé de aussi tout ce qui était friperie, tout ce qui est seconde main. Il y a quand même moyen de pas complètement casser son porte-monnaie, quoi. Mais après, une chose est sûre, en revanche, et là, je suis totalement d'accord, c'est que on met en place plein de leviers comme ça. En réalité, les personnes qui ont des faibles revenus, dont de toute façon un impact carbone qui est beaucoup plus faible que les personnes très riches. Les riches polluent beaucoup plus que les pauvres, en résumé. Donc ça, il n'y a absolument pas de doute dessus, et qu'à partir du moment où des gens on prend plus l'avion, je veux dire, on va pas aller embêter des gens en disant mais attendez, il faut absolument acheter en vrac, machin, alors que déjà, je pense que naturellement, il y a énormément de choses qui sont impossibles parce que c'est pas accessible. Ce qui va pas, c'est de prendre l'avion tous les mois pour faire des petites distances, voilà. Mais bon, ça, il y a plein de livres qui ont été écrits là-dessus, notamment Hervé Kempf qui a écrit un livre sur les riches qui détruisent la planète, qui était assez, je renvoie directement à ce livre du coup. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Non ? Je pense que... encore merci en tout cas. Merci à vous. Ouais. Merci à vous. Ah ok, d'accord.